Alors, continuons un peu notre voyage, puisque le temps avance et qu'on a encore bien des sujets à traiter aujourd'hui. Vous avez ici une modélisation d'un fin filament. Donc, si vous prenez la hauteur de ce que vous voyez, de ces taches, de ces boules grises, bleues, vertes et rouges, si vous prenez donc la hauteur, vous obtiendrez le diamètre de nos molécules d'ADN, donc 2 millionièmes de millimètre, et en position horizontale, vous auriez la longueur. Donc là, on n'aurait qu'un tout petit extrait d'une longue chaîne qui semble être constituée de boules grises, bleues, vertes, rouges, de molécules de phosphore. Vous avez déjà entendu parler de phosphore, l'engrais, les phosphates, dans les lessives, etc., qui posent tellement de problèmes aujourd'hui. Donc, il y a des molécules de phosphore, de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote. Tout cela est une suite infinie de répétitions de ces molécules, ou en tout cas, on a l'impression. Et là-dessus se trouve de l'information. Là-dessus est codée une encyclopédie de la vie. Et cette encyclopédie n'est pas codée avec notre alphabet aujourd'hui. Non, ce serait beaucoup trop compliqué. Au niveau de la vie, les choses sont beaucoup plus simples. Il y a un alphabet au niveau de la génétique. L'alphabet génétique est composé de 4 lettres. Ou nous, on les appelle des bases. Mais 4 lettres, A, C, G et T. Et avec ces 4 lettres, en génétique, il y a des mots. Nous, nos mots, en langue française, sont de longueur variable. En langue allemande, n'en parlons pas. Des fois, c'est presque infini. On peut rajouter des mots l'un au bout de l'autre sans fin, pratiquement. Au niveau génétique, les mots font 3 lettres. C'est-à-dire une combinaison de A, C, G et T. Donc AAC, par exemple, c'est un mot génétique. AGT, c'est un mot génétique. Très important, on va le voir tout à l'heure. AGT, retenez ça. Et donc, avec ces mots, nous allons faire des phrases. Nous allons faire des phrases qui vont contenir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mots. Alors, ces lettres, brièvement, je vous les présente. G, C, T et A. Adénine, guanine, cytosine, thymine. Vous n'avez pas besoin de retenir, mais voici au niveau chimique ce que sont ces lettres génétiques. Alors, il y en a 4, mais elles ont une particularité tout à fait intéressante. Et là, j'aimerais quand même contenter ceux parmi vous qui ont étudié un petit peu de l'ADN, c'est qu'elles vont 2 par 2. C'est-à-dire que G va toujours avec C et T va toujours avec A. Comment cela est-ce possible? C'est comme des aimants. T va toujours être attiré par A et inversement, et C va toujours être attiré par T et inversement. Mais pourquoi cela est si important? Oh, c'est formidable. Sans ça, la vie ne peut pas exister. C'est vrai, hein? Sans ça, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Notre molécule d'ADN, notre information de la vie est codée sur ce lacet. En fait, c'est codé sur une échelle. Vous avez des échelles à la maison, des échelles droites que vous prenez pour monter aux arbres, pour monter le long de vos murs. Sur vos échelles, vous avez quoi? Une échelle est constituée de 2 montants et d'échelons. Si vous avez compris ça, vous avez compris comment l'information génétique est codée et comment l'encyclopédie de la vie est constituée. Pourquoi? Parce que la molécule d'ADN, notre fin filament, finalement, c'est 2 montants d'une échelle avec des barreaux au milieu, et ces barreaux au milieu sont les lettres génétiques. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'elles allaient toujours par 2. Vous avez ici sur votre gauche, justement, ces échelons. Et un échelon est constitué d'une paire de lettres. Par exemple, un échelon, l'échelon tout en bas à gauche, c'est l'échelon GC. Ensuite, vous avez un autre échelon GC, un autre échelon TA. Et donc, si vous commencez à lire, par exemple, à gauche, vous allez commencer de lire l'encyclopédie de la vie, G, G, T, G, T, C, G, T, etc., etc. Au niveau de la cellule, pour gagner un peu de place, notre molécule d'ADN ne va pas rester sous la forme d'une échelle droite, mais elle va passer sous la forme d'un escalier en colimaçon. Vous prenez simplement les 2 extrémités de votre échelle, vous faites tourner ça, ça vous donne l'escalier en collimation ou une double hélice, comme vous avez tout à droite sur l'image. Et c'est un avantage, pourquoi? C'est un avantage parce que c'est absolument merveilleux ce qui va se passer.
Si, messieurs, vous avez déjà vu un escalier en colimaçon, vous en utilisez dans vos maisons pour gagner de la place, pour passer d'un étage à l'autre. Si maintenant vous prenez votre tronçonneuse sur votre escalier en colimaçon en bois, et que vous tronçonnez votre escalier en colimaçon à chaque milieu de marche, du haut jusqu'en bas, vous allez obtenir deux moitiés d'escalier en colimaçon. D'accord ? Jusqu'ici, rien de bien compliqué, c'est assez simple. Donc, deux moitiés d'escalier en colimaçon. Maintenant, si vous avez de l'information écrite sur cet escalier en colimaçon, et alors là, il faut s'accrocher parce que c'est un pas que l'on va se franchir qui est très important, mais si vous avez compris ça, vous allez comprendre tout le reste. Donc, deux moitiés d'escalier en colimaçon, avec écrit sur nos échelons l'écriture de la vie. Donc, d'un côté, il y aurait sur un échelon A, de l'autre côté, il y a T. Si je les mets maintenant dans une pièce où il y a des échelons, entre guillemets, libres, c'est-à-dire tout séparés, il y a des morceaux de marche T qui se baladent dans l'espace, des morceaux de marche G qui se baladent dans l'espace, des morceaux de marche C qui se baladent dans l'espace. Que va-t-il se passer ? Je vous ai dit tout à l'heure que les lettres génétiques sont attirées deux par deux. A est attiré par T, T par A, G par C, C par G. Eh bien, vous aurez très rapidement deux escaliers en colimaçon qui vont se reconstituer de façon automatique, identique à celui d'origine. C'est ce que vous avez ici sur notre image. En bas, vous avez notre escalier en colimaçon d'origine qu'à un moment dans la cellule, ça se passe effectivement, on tronçonne par le milieu. Il n'y a pas une tronçonneuse exactement comme ça, mais bon, je schématise pour que ce soit plus facile à comprendre. Tronçonner par le milieu. Des lettres libres qui se baladent un petit peu dans la nature, dans l'espace, et donc qui vont aller se recoller au bon endroit. Et vous aurez donc, c'est ce qui se passe sur le haut, à gauche et à droite, des nouveaux brins, des nouveaux lacets, constitués pour moitié de l'ancien et pour moitié du nouveau. Et donc ces nouveaux brins seront identiques aux précédents, et c'est le début d'une nouvelle cellule. Une cellule passe à deux cellules. Un noyau est passé à deux noyaux. L'information, l'encyclopédie du vivant, se recopie de façon automatique. Alors, si l'on regarde l'ADN, c'est vrai, on a l'impression que c'est une suite interminable de lettres qui ne s'arrête pas, qui continue. Vous pouvez lire G, 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 C, G, A, C, T, C, etc., etc. Et on est aujourd'hui en train d'essayer de décoder cette information. Cette suite interminable de lettres, c'est le projet de recherche sur le génome humain dont vous entendez parler très souvent dans les radios, dans les médias. On est en train de savoir tout l'enchaînement de lettres, mais on comprend bien peu ce qu'il y a là derrière. Aujourd'hui, on a l'impression, je dis bien on a l'impression, qu'à peu près 90% de cette suite interminable de lettres, de cette information du vivant sur la molécule d'ADN, on a l'impression que 90% ne sert à rien, ou semble sans intérêt. Et pourtant, il y a des nouveaux domaines dans la génétique qui montrent que ça a une importance primordiale pour la vie. Mais 90% semblent sans grand intérêt. Alors on a besoin de comprendre encore une étape supplémentaire, une étape peut-être un peu difficile, mais faites l'effort, faites le pas avec moi, on ne sera pas déçus, et puis si vous décrochez, vous rattraperez un peu plus tard. Je vous ai parlé d'ADN dans le noyau. On a parlé de cellules, de machines, de conglomérats de matière, de travailleurs. On a vu qu'ils étaient à l'extérieur du noyau dans la cellule, ces compartiments. Eh bien, à un moment donné, la cellule, pour produire quelque chose, doit transmettre cette information, doit transmettre la recette de cuisine de la protéine qui doit être fabriquée dans la cellule, elle doit transmettre cette information à l'extérieur du noyau. Et donc, que va-t-elle faire ? Eh bien, elle va faire une petite photocopie de la recette de cuisine qui se trouve sur l'ADN, sur le support de l'information génétique, une petite photocopie, et elle va l'envoyer à l'extérieur du noyau. C'est ce qu'on appelle la photocopie, nous on l'appelle l'ARN. Et ensuite, la photocopie va être traduite et va passer par un décodeur
qui va ensuite construire une protéine. Alors, cet ARN, voilà, on photocopie à un moment donné et à un endroit bien précis, là où se trouve une phrase génétique, c'est-à-dire une recette de cuisine pour un produit bien particulier, on va faire une petite photocopie qu'on appelle un ARN, vous n'avez pas besoin de retenir les détails, et ensuite cet ARN à l'extérieur va être décodé. Alors ici, je vous présente le code génétique. Pourquoi le code génétique? Je vous ai dit que les mots étaient constitués de 3 lettres. Là, je vois certains qui font des gros yeux, qui sont complètement perdus. Non, non, c'est tout simple, tout simple. Les mots font 3 lettres. Et regardez bien, vous avez un endroit en bas, sur la gauche, vous avez le mot départ. Vous me suivez là? Vous voyez départ en bas à gauche, départ. ATG, sur la molécule d'ADN. Le mot ATG, on en a parlé tout à l'heure, ça veut dire départ. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand le décodeur à l'extérieur du noyau trouve cette information, il sait qu'il doit commencer de construire une nouvelle protéine. Départ, ATG, départ. C'est aussi l'acide aminé méthionine. Un acide aminé, c'est comme une perle qui va constituer un collier de perles qui serait notre protéine. On le voit tout de suite dans les détails. Alors, je vous passe les autres mots de l'alphabet du code génétique, mais vous avez par exemple stop, ça peut être l'arrêt, quand on sait que notre collier de perles, que notre protéine est finie, c'est par exemple TAA, TAG ou TGA. Donc on fait du décodage. Donc ce qui se passe, c'est que notre recette de cuisine, par exemple, que vous avez en bas sur l'image, va passer par un décodeur. Vous allez me dire, alors là, j'y comprends rien, parce que sur la photocopie qui est sortie tout à l'heure du noyau, je lis AUG. Oui, ce n'est pas grave. Sur notre photocopie, au lieu d'utiliser le T, notre noyau utilise le U pour remplacer. Ça a des propriétés bien particulières. Je ne peux pas entrer dans les détails tout de suite, mais pour ceux qui sont intéressés, on peut en parler à la pause. Donc AUG, c'est comme ATG pour le décodeur, donc il va se dire, ça y est, départ. Il faut que je construise quelque chose. Et donc il va construire ce que vous voyez en dessous en bleu, MET, IS, TIR, ALA, ILE, ce sont tous des acides aminés qu'il va mettre bout à bout. Mais comment va-t-il les mettre bout à bout? Bien, le décodeur s'appelle le ribosome. C'est ça qui va lire. Il y a un lecteur. C'est la particule qui va assembler et qui, à base de petits aimants, va aller chercher donc l'acide aminé méthionine, qui va venir, qui va se coller à l'endroit ATG, AUG sur la photocopie, qui ensuite va se déplacer un petit peu par un mouvement. Donc on aura notre première perle méthionine qui va venir, la deuxième IS qui va venir, et ainsi de suite, il va se déplacer sur notre photocopie et construire ce collier de perles, cette protéine qui va ensuite être utilisée dans la cellule. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Vous voyez comme la cellule est quelque chose de simple. Comme la vie, comme l'information génétique, ce n'est pas compliqué. Quand on vous parle de génétique, vous pouvez dire maintenant, j'ai tout compris, on a tout vu. Mais alors, qu'est-ce que fait la mousse au citron? J'ai peut-être pas assez déjeuné ce matin. C'est vrai que ça ferait du bien une mousse au citron. Je vous ai mis ici une recette de cuisine. Pourquoi? Eh bien, parce que j'aimerais voir avec vous, très rapidement, quelque chose de bien particulier, une autre expérience. Une recette de cuisine de mousse au citron. Je l'ai prise dans les recettes de cuisine de mon épouse à la maison. Il y a des ingrédients, donc vous avez exactement ce qu'il faut pour faire de la mousse au citron. Essayez, c'est excellent. Des ingrédients, vous avez des instructions, vous avez des remarques. En tout, vous avez 193 mots pour faire de la mousse au citron, 1161 caractères. Qu'allons-nous faire avec cette recette de la mousse au citron? On va faire un petit calcul tout simple. On entend très souvent autour de nous, la vie est apparue par hasard. Eh bien, je peux vous faire une démonstration très facile que c'est assez peu vraisemblable. On peut faire des probabilités, calculer une petite probabilité. Quelle est la probabilité qu'une recette de la mousse au citron apparaisse au hasard, sous la forme de l'information génétique? Donc, on chercherait à coder notre recette de cuisine de la mousse au citron
comme est codée l'information génétique, c'est-à-dire que pour les mots, on utiliserait 3 lettres. Ce qui veut dire que notre recette de cuisine de la mousse au citron, 193 mots, 1161 caractères, ce qui est en moyenne 6 caractères par mot, on va la simplifier. On la réduit de moitié. 3 caractères par mot, on prend. Donc on a toujours 193 mots, mais on ne prend que 3 caractères par mot. Et on va mettre des lettres dans un chapeau. On va mettre les lettres de l'alphabet génétique, A, C, G, T. On va les mettre, et puis au hasard, on va en tirer une, on va en tirer une deuxième, on va en tirer une troisième, jusqu'à ce qu'on arrive au nombre de lettres, à nos, normalement, 193 mots. Alors, pour faire le premier mot, lorsque je tire la première lettre, j'ai une chance sur 4 d'avoir celle qu'il faut, parce que je peux tirer soit A, soit T, soit G, soit C. Donc, une chance sur 4 de tirer la première lettre. Donc, 4 possibilités pour tirer la première lettre. Deuxième lettre, j'ai aussi 4 possibilités de choisir ma deuxième lettre. 4 possibilités de choisir ma troisième lettre. Donc, 4 fois 4 fois 4, 64 possibilités de choisir le premier mot. Donc, une chance sur 64 de tomber juste sur mon premier mot. Je répète cela pour mon deuxième mot. 4096 possibilités de choisir mon deuxième mot. Une chance sur 4096 de tomber juste, en partant par le hasard, pour la constitution de mes 2 premiers mots de ma recette de cuisine. Je continue pour mes 293 mots, et j'obtiens donc le chiffre 4 possibilités, élevé à la puissance 3 multiplié par 193 me donne 2,48, c'est 10 puissance 232. C'est-à-dire, voici le chiffre que vous avez sous les yeux. 248 suivi de 230 zéros. Alors, vous savez, si la chance de gagner au loto aujourd'hui était de 1 sur ce chiffre-là, le loto n'existerait pas, parce que c'est tout simplement impossible. Quand on nous dit qu'un bout de molécule d'ADN peut se faire par hasard, qu'une information peut se créer par hasard, on vient de voir que pour une simple recette de cuisine, de la mousse au citron, cela est impossible. C'est bien au-delà du chiffre impossible qui nous est donné par les statisticiens, les mathématiciens. Et nous avons vu une seule petite recette. Pour la vie, il n'y a pas qu'une petite recette. La taille du génome ou l'ensemble de l'encyclopédie génétique du vivant, d'un organisme vivant, pour une bactérie, c'est à peu près 4 millions de paires de bases. Mais pour un être humain, c'est 3000 millions de paires de bases. Donc c'est nettement plus. 3 milliards de paires de bases qui viennent comme ça par hasard. On pourrait refaire le calcul, on ne va pas le faire ensemble, mais refaites-le à la maison. 23 paires de chromosomes, avec le plus petit qui a en tout cas 50 millions de lettres, qu'on appelle nucléotides, et le plus grand, 250 millions. Et donc des recettes de cuisine qu'on estime chez l'être humain, alors on ne sait pas trop, les avis divergent, il y a des articles qui sortent dans les grands journaux scientifiques où on nous parle de 80 à 100 000, et puis un autre jour c'est 30 000, on ne sait pas encore exactement. Mais en tout cas, il y en a des milliers et des milliers de recettes de cuisine plus compliquées que celle de la recette de cuisine de la mousse au citron. On a par exemple, parce qu'on connaît maintenant assez bien certains micro-organismes, on a trouvé des micro-organismes qui vivaient avec seulement 580 recettes de cuisine, 580 gènes. Chez l'homme, c'est vraiment beaucoup plus. Mais déjà rien que 580 gènes, 580 recettes de cuisine, une apparition par hasard est impossible. Alors, je vous ai peut-être perdu au cours de cet exposé, perdu dans les tailles, dans l'infiniment petit,
Alors pour remettre les choses en place, juste une petite échelle comparative, si l'on se disait maintenant que la Terre, notre planète Terre, c'est à peu près une cellule, si on comparait une cellule à la taille de la Terre, eh bien un pays comme la France serait à peu près un chromosome, un pays comme la Suisse serait un plus petit chromosome, une région pourrait être un fragment sur notre chromosome. Ah, je me suis trompé. Voilà. Donc une cellule serait la taille de la Terre, un chromosome aurait la taille d'un pays, un fragment de chromosome serait comme une région, un gène, une recette de cuisine aurait la taille d'une ville, et nous, en tant qu'êtres humains, on aurait à peu près la taille d'une lettre génétique. Donc à l'échelle de notre planète, vous avez à peu près la taille d'une lettre génétique. Et donc si vous vous mettez par 3, vous formez à peu près un mot génétique sur la planète. Et si maintenant vous faites une chaîne en vous resserrant par 3, et puis de nouveau 3 et 3 et 3 et 3, vous auriez à peu près une recette de cuisine génétique. Un encyclopédie du vivant tout à fait remarquable et particulier, qui, à un moment donné, je vous l'ai dit, a une particularité de se diviser en deux. Vous avez sous vos yeux une division cellulaire, qu'on appelle ici la mitose. À un moment donné, une cellule et le noyau à l'intérieur d'une cellule se divise en deux et va petit à petit donner 2 noyaux, 2 nouvelles cellules, filles, qui vont elles-mêmes se multiplier pour donner ensuite 4 cellules, 8 cellules, et c'est comme ça qu'un organisme vivant va croître. C'est comme ça que votre peau va se régénérer, parce que votre peau est en constante régénération. Mais durant ce temps, il y a des choses tout à fait simples qui se passent, que nous avons vues ensemble. Il y a notre escalier en colimaçon qui est tronçonné par le milieu, qui se photocopie en 2 nouveaux escaliers en colimaçon, ce que l'on appelle la réplication. Et durant, suivant les cellules et les organismes, durant ces 20 à 80 minutes, pendant tout ce temps, c'est toute la librairie moléculaire, ces milliers de pages d'informations génétiques qui doivent être photocopiées et photocopiées correctement. Alors, pour vous donner juste une petite image de ce que cela représente, c'est comme si dans un couloir, vous prenez un long couloir et vous mettez 280 tables. À chaque table, vous asseyez un scribe, un spécialiste de la photocopie écrite. Les scribes qui écrivaient, qui recopiaient la Bible dans le temps. Et au premier, vous lui dites, voilà, je te donne ma Bible, tu as ici une pile de papier, un stylo, tu me recopies ma Bible, quand tu as fini ta copie, tu la passes à celui qui est derrière toi, qui lui, quand il aura fini, passera à celui qui est derrière lui, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive au bout du couloir, au bout des 280 scribes. Eh bien, voilà le travail qui se passe lorsqu'une cellule se divise en 2 cellules. Voilà la quantité, en gros, d'informations génétiques qui est recopiée, et recopiée avec tout au plus une lettre qui est fausse. Alors vous avez, et on ne va pas là non plus entrer dans les détails, vous avez au sein de la cellule, dans le noyau, vous avez des correcteurs orthographiques. Pour ceux qui utilisent les traitements de texte aujourd'hui, on a des correcteurs orthographiques, des correcteurs même grammaticaux, mais encore peu perfectionnés. Et bien dans la cellule, nous avons tout cela, qui va corriger quand il y a trop de fautes. Et donc, durant tout ce processus de copie, de photocopie automatique, tout va se faire de façon toute naturelle, sans que vous vous aperceviez de quelque chose. Pendant que je vous parle, il y a des cellules qui se divisent. Vous ne sentez rien du tout, ça ne vous fait pas mal. Vous ne sentez pas la tronçonneuse ni rien. Les aimants qui se recoupent, tout ça. Non, rien. Tout se passe. On vient de voir ensemble quelques secrets sur l'information du vivant.
On a passé des moments, en tout cas moi je m'émerveille tout à nouveau, pour ceux d'entre vous qui ont fait quelques années d'études, peut-être après la matu ou le bac, ou même ceux qui sont encore à l'école, ou d'autres pour qui ça évoque des lointains souvenirs, ou alors qui n'avaient aucune idée, ou qui n'avaient aucune idée, puisque maintenant vous ne pouvez plus le dire, vous connaissez tous les détails de l'information génétique. On a pu s'émerveiller ensemble de cette information qui, à partir d'un ovule, d'un spermatozoïde, comme ici sur la gauche, et d'une information codée sur une molécule toute simple, sur un filament d'ADN, sur un lacet, eh bien, va passer à l'état d'œuf fécondé, et ensuite va se diviser en 2 cellules, 4 cellules, 8, va devenir sous la forme de blastocytes, et ensuite va grandir pour finalement devenir un petit fœtus humain de 10-11 semaines, là, 3 à 3 cm et demi, va continuer de grandir ensuite à 15 semaines, environ 20 grammes, 15 cm, et va se développer pour devenir finalement l'organisme vivant que vous êtes devant vous, devant moi, et que je suis. Et tout cela à partir d'une seule molécule, à partir d'une information génétique écrite et codée d'une façon simple, mais merveilleuse. Alors, ces choses, cette information génétique, cette encyclopédie du vivant, est écrite pour que l'on ait la vie, pour qu'on ait la vie physique. Et ça me fait penser justement à ce créateur qui a permis que ces choses soient écrites, à cet ingénieur qui a mis en place, cet architecte divin qui a mis en place ce code génétique, ce support de l'information génétique, pour que nous ayons la vie physique, mais qui, dans la Bible, nous dit que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ces choses ont été écrites. Oui, nous avons vu au niveau de la cellule qu'il y avait des choses écrites. Et un écrit, on connaît encore aujourd'hui les écrits. On vit avec des écrits. Alors, on a différentes sortes d'écrits. On a des écrits qui nous documentent sur l'actualité, les journaux par exemple. On a des écrits qui nous font parvenir à une connaissance, les écrits scientifiques ou historiques. On a des écrits qui nous font rêver, qui nous subliment, qui nous parlent d'aventures, qui évoquent des souvenirs, les romans, etc. On a des écrits qui nous avertissent, qui nous donnent des règles de vie, comme la loi, en matière de droit, en matière de juridiction. Eh bien, le code génétique a aussi ses propriétés, tout comme les écrits aujourd'hui. Les écrits ont une importance uniquement s'il y a un lecteur. S'il n'y a pas de lecteur, l'écrit n'a pas de valeur. Au niveau du code génétique, on l'a vu ensemble, toutes ces choses écrites ont de la valeur s'il y a un lecteur. Et le lecteur existe au niveau du code génétique, c'est le ribosome. Et le code génétique a un but, la synthèse de la vie, la survie, la croissance, le métabolisme, la reproduction. Et on voit ainsi que le but recherché à travers le ribosome, à travers le code génétique, l'écriture et le décodeur, eh bien, notre Dieu a un but bien précis qui est la vie. La vie. Mais nous voyons combien aussi, dans l'écrit qu'il nous a donné, qui est la Bible, notre Dieu a aussi un but bien particulier. Il veut nous transmettre quelque chose. Et que cet écrit n'a de valeur que s'il y a un lecteur aussi. Au niveau de la génétique, si nous avons une mauvaise interprétation d'une recette de cuisine, un échec de lecture ou une absence de lecteur, on a des conséquences dramatiques. Eh bien, au niveau de la Bible, c'est la même chose. La Bible a un but, je vous ai dit. La Bible veut nous informer.
Elle veut nous informer sur le présent, une actualité. Elle veut nous informer sur de l'historique. Elle veut nous faire parvenir à de la connaissance. Elle veut nous sublimer dans l'avenir, nous faire rêver. Mais elle a aussi une valeur au niveau juridique, au niveau droit. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant vous ayez la vie. Si ces choses au niveau de l'ADN ont été écrites pour qu'on ait la vie, la Bible a été écrite et nous donne la solution pour avoir la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous est donnée pour que nous puissions réaliser qu'en tant qu'être humain, qu'en tant que pécheur, nous avons besoin de Jésus-Christ pour devenir une nouvelle création, pour ne pas périr quand nous allons rencontrer notre juge, quand en matière de droit, de juridiction, nous allons être devant Dieu, mais pour que nous puissions être en Jésus-Christ. Alors, face à tout ce développement de la vie, j'aimerais encore conclure par quelque chose. Au niveau génétique, le code génétique tout seul ne suffit pas. On a vu qu'il y a besoin de lecteurs. Il y a besoin aussi d'un milieu propice. Si vous prenez simplement une cellule qui vient d'être fécondée, vous la laissez quelque part, elle ne va pas se développer. Il y a besoin d'un milieu propice. Ça me fait penser à la parabole du semeur. La graine doit être placée dans un bon terrain pour porter du fruit. Sinon, elle ne peut pas porter du fruit. La Bible nous parle de génétique. Dans le passage du semeur, certaines graines tombent dans des endroits rocailleux, ne portent pas de fruits. Mais certaines graines tombent dans de la bonne terre et vont porter du fruit. La génétique ne peut faire son œuvre que si elle se trouve dans un milieu propice. Ainsi, la parole de Dieu, donnée par notre Créateur, par notre ingénieur divin, par notre architecte merveilleux, ne peut produire du fruit que si elle se trouve dans un terrain propice. Sommes-nous ce terrain propice ? Avons-nous réalisé que nous avons besoin de Dieu, de Jésus-Christ ? Si nous l'avons, continuons-nous à offrir à la parole de Dieu un terrain propice qui permette cette croissance de la vie éternelle au cours de notre existence physique ici-bas. C'est par ces paroles que j'aimerais conclure et je vous remercie de votre attention. Maintenant, si vous avez des questions, on peut passer quelques instants à partager un petit peu ou des remarques à faire ou des points que vous n'avez pas tout à fait compris. Je suis très volontiers prêt à éclaircir, à reparler de certaines choses, vous réexpliquer s'il faut durant ce petit moment de questions.